ההסתה והלהבות בירושלים במגזר הערבי הגיעו לגבהים שהם עלולים גם לזלוג מעבר לכך. קצת אחרי השעה 12 בצהריים קיבלנו קריאות במגן דוד אדום על צעיר שנדקר כאן על הדשא. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה רבה מאוד, זה אירוע חמור מאוד. שמדובר על חייל שהותקף על ידי בן מיעוטים שמתגורר באזור העיר שכם. Mardi 11 novembre 2014, bonjour à tous, il est 8h à Tel Aviv et c'est l'heure de commencer cette édition spéciale consacrée à l'embrasement de la situation sécuritaire en Israël. Mais avant tout, le sommaire, le soldat Almog Shiloni et la jeune fille d'Ali Alomkous de 26 ans poignardés hier, l'un à Tel Aviv, l'autre dans la région de Gush Etzion, dans deux attaques terroristes, on y reviendra dans un instant. Et puis l'attaque de Cisjordanie revendiquée par le groupe djihad islamique pour la première fois. On reviendra sur le silence de Mahmoud Abbas, tout cela sur fond de commémoration des 10 ans depuis la mort de l'ancien Raïs, Yasser Arafat. C'est une situation, vous l'aurez compris, qui paraît de plus en plus hors de contrôle. Binyamin Netanyahou renforce les patrouilles de police et menace de fermer les points de passage des territoires palestiniens. Avec moi ce matin, le docteur Robert Rouache, bonjour, conseiller d'Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition israélienne et également membre du parti travailliste. Merci d'être avec nous. Également Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci d'être avec nous également. Et Cyril Amar. Alors, avant de commencer la revue de presse avec vous, Cyril, on va commencer par revenir sur la chronologie des événements et sur la dégradation sécuritaire depuis le 5 novembre dernier, date du premier attentat à la voiture bélier. Regardez. Les implantations sont un obstacle à la solution des deux États. Elles sont illégales et la position de l'Union européenne est de les considérer comme telles. Il n'y aura pas de malentendu à ce sujet. Alors, je me dois de vous poser une question à Robert Rouache. Ça a le goût et l'odeur d'une intifada. C'est la question que tout le monde se pose ces derniers jours. Est-ce que c'est pour vous une intifada? Écoutez, d'abord, c'est une fausse question. L'intifada, elle existe depuis déjà 60 ans, elle se renforce de temps en temps. Là, nous sommes en pleine guerre avec les Palestiniens, en pleine guerre avec les Arabes israéliens, en pleine guerre entre nous au niveau du peuple israélien. La vraie question n'est pas là.
Qui est responsable ? C'est la vraie question. Et on arrive, si vous me permettez, depuis 14 ans. Les gens oublient ce fait-là que depuis 14 ans, c'est la droite qui dirige le gouvernement israélien. Depuis 14 ans. Nous avons eu 3 guerres à Gaza, 2 guerres au Liban. Et on constate toujours que Bibi n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'il est arrivé à nous faire croire au peuple israélien que lui n'a rien à voir, qu'il vit sur une autre planète et que c'est la faute aux Palestiniens, la faute aux Arabes israéliens, la faute à tout le monde sauf à lui. Le problème numéro 1, c'est qu'il n'a aucune solution à ce problème aujourd'hui. Il n'a aucune solution. Et lorsqu'on est dans un gouvernement qui donne près de 80% des lois de la Knesset pour les implantations, lorsque l'on voit que toute la quasi-totalité des rajouts au budget de la défense vont dans les implantations. Donc on constate uniquement un fait. Qui est responsable de cette situation ? Il est évident, à mon sens, que ce soit Bibi Netanyahou. Aujourd'hui, il n'a aucune solution. Emmanuel Navon, cette escalade des violences, c'est la faute de la classe dirigeante israélienne ? D'abord, je vois que Robert Rouache a déjà commencé la campagne électorale avec le blame game, mais également les inexactitudes historiques. Ça dépend comment vous définissez la droite et la gauche, puisque je vous rappelle que le parti Kadima, Tzipi Livni et le parti travailliste dont vous êtes membre a fait partie des derniers gouvernements depuis ces 14 dernières années. Il y a eu également des négociations. Uniquement 2 ans. Ehud Barak était ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou dans le précédent gouvernement. C'était l'ancien chef du parti travailliste. Et on l'a payé très cher. Ça, c'est votre problème. Mais du parti travailliste. Mais en tout cas, la gauche a fait partie des gouvernements israéliens ces 14 dernières années. Je ne crois pas que ce soit responsable aujourd'hui, ni utile d'ailleurs, de rentrer dans ce qu'on appelle en anglais le blame game. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a eu des négociations très poussées ces 14 dernières années. On oublie également qu'elles ont été très poussées à l'époque de Ehud Olmert. Je ne sais pas si vous le définissez également comme la droite, mais en tout cas ce que Ehud Olmert a proposé en 2008 à Mahmoud Abbas allait beaucoup plus loin que ce que Ehud Barak du Parti travailliste avait offert à Arafat en 2000. Et dans les précédentes négociations actuelles, sous Tzipi Livni, on a touché à tous les sujets de fond du conflit. Mahmoud Abbas a refusé de transiger sur le droit au retour. Et donc la question de savoir aujourd'hui se pose, est-ce qu'Israël doit accepter le droit au retour pour mettre fin à la violence ? C'est ça la question. Enfin, en tout cas, la sécurité, c'est un domaine qui passionne les Israéliens. On va d'ailleurs en parler, on va voir comment la presse traite un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours et surtout les 2 attentats d'hier. Cyril Lamar. Ouais, tous les journaux reviennent évidemment sur le double attentat d'hier. Tel Aviv, midi 10, Alon Shvut, 16h40, le terrorisme n'a pas de frontières. Titre ce matin le quotidien Israël Hayom en une en quelques heures à peine. Le terrorisme a frappé à 2 reprises, fauchant la vie d'un soldat et d'une jeune femme de 26 ans. Alors la photo du soldat, on le retrouve ici en une du Yediot Aharonot, Almog Shiloni au bras de sa compagne, de sa fiancée. Il devait se marier, nous apprend le journal. J'ai crié Almog, mais il ne m'a pas répondu. Voilà le témoignage poignant de Noy ce matin à lire dans les colonnes du Yediot Aharonot. Un soldat et une jeune femme tués dans 2 attaques terroristes. Serait-ce le début de l'intifada des couteaux ? S'interroge ce matin le journal israélien en langue anglaise de Jérusalem Post, des couteaux palestiniens qui, selon le journal pro-Hamas, Arisala, la missive, aurait fait vivre une journée noire à Israël. Pour l'autre quotidien du Hamas, Félestine, qui paraît à Gaza, ces actes de résistance, je cite, isolés, sont une réponse naturelle au crime de l'occupation sur l'esplanade d'El-Aqsa. Alors, on trouve dans la presse israélienne également beaucoup de commentaires autour de cette escalade de violence, intifada, si vous désirez l'appeler comme ça ou pas, comme vient de le dire Robert Rouache, mais en tout cas beaucoup de commentaires autour de cette situation. À commencer par celui d'Alex Fishman, le spécialiste des questions militaires du Yediot Aharonot, qui estime qu'Israël est tout simplement en train de perdre le contrôle de la situation. Et si le gouvernement ne met pas fin rapidement à la folie meurtrière, écrit Fishman, eh bien les Israéliens risquent de revivre rapidement les pires heures de la seconde intifada. Mais comment enrayer la machine ? Les attentats de ces dernières semaines sont quasiment impossibles à déjouer, estime dans le même journal Yossi Yoshua. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'aucune organisation ni aucune infrastructure terroriste ne se cache derrière ces nouveaux terroristes dont l'Idiot se propose de nous dresser le portrait ce matin, des terroristes qui, selon le journal, agissent pour la plupart en loups solitaires.
Alors les derniers attentats qui ont coûté en moins de 3 semaines la vie à 6 Israéliens, c'est autant que l'année dernière, en 3 semaines à peine, eh bien commencent sérieusement à effriter le sentiment de sécurité des Israéliens. Voilà ce qu'estime ce matin Amos Harel, le spécialiste des questions militaires du journal de gauche Haaretz. Un sentiment de sécurité virtuel, selon l'analyste du Times of Israel, Avi Issacharov, un opium du peuple savamment distillé par Benjamin Netanyahou, écrit Issacharov. Car sans rien céder aux Palestiniens, le Premier ministre Netanyahou a tout le temps vanté la sécurité et la croissance économique. Les Israéliens y ont cru, n'y ont vu que du feu, mais en quelques jours à peine, c'est tout un pays aujourd'hui qui est en état de panique. L'accalmie se dissipe et à l'intérieur même d'Israël, on ne se sent plus en sécurité. Le bouc émissaire est tout trouvé pour le gouvernement israélien, écrit Sakharov. Mahmoud Abbas serait donc responsable de tous les maux. Pourtant, conclut le journaliste, l'armée et les services de sécurité s'accordent à dire que l'autorité palestinienne fait beaucoup pour éviter une nouvelle intifada en Cisjordanie. Alors selon Haaretz, le Premier ministre est impuissant face à cette vague de terrorisme. C'est pour cela qu'il durcit le ton d'ailleurs, le ton de ses déclarations comme celle d'hier où il invitait les émeutiers arabes israéliens à quitter Israël et à rejoindre l'autorité palestinienne. Un signe de faiblesse selon le journal de gauche Haaretz. Merci Cyril. On va tout de suite se rendre à Gush Etzion, là où s'est joué un attentat dramatique hier, plus précisément à Alon Shvut. On y rejoint notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, bonjour. C'est ici, là où vous trouvez que s'est joué cet attentat hier. Oui, en effet, dans les premières heures en fin d'après-midi, en tout cas en face de cette implantation de Alon Shvut, eh bien, un Palestinien avec son 4x4 fonce. Vous voyez derrière moi sans doute les stigmates, ces blocs de béton qui ont été sectionnés en deux au moment de l'impact du 4x4. Le Palestinien sort de sa voiture, prend un couteau, un poignard commando et commence à poignarder. La première victime, elle ne meurt pas sur le coup, elle va mourir quelques minutes après. Une tentative de réanimation des services de secours. Derrière moi, vous voyez sans doute à ma droite cette voiture qui se trouve là. C'est là que se trouvait le deuxième Israélien poignardé, puisque une fois que le terroriste a poignardé la première victime, il s'en prend à une deuxième, il court après littéralement pour la poignarder. C'est là que le garde de sécurité de la localité d'Alon Shvut sort de cette implantation et tire plusieurs balles, blessant grièvement le terroriste qui venait de la ville de Hebron, quelques 10 minutes derrière nous. Alors, à la suite de cette vague d'attentats, Mathias, le gouvernement, et plus particulièrement Benjamin Netanyahou, a pris plusieurs mesures sécuritaires pour tenter de ramener le sentiment de sécurité chez les citoyens israéliens. Quelles sont les mesures prises et décidées hier au cours des consultations sécuritaires par Benjamin Netanyahou ? Éléonore, elle se divise en 3 catégories. Il y a tout d'abord les tentatives d'éviter l'incitation. Quand je parle d'incitation, Benjamin Netanyahou dirige et pointe un doigt accusateur vers Mahmoud Abbas et surtout vers les réseaux sociaux palestiniens. Et c'est là, ce matin, que notamment le général de réserve Amos Gilad, qui est le responsable de la sécurité nationale au sein du ministère de la Défense, a parlé de terrorisme 2.0. Il veut absolument maîtriser cette incitation à la haine dans les réseaux sociaux palestiniens. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, prendre des mesures concrètes de défense, c'est-à-dire augmenter le nombre de militaires sur les routes de Cisjordanie et dans toute cette région depuis Jérusalem-Est vers la Cisjordanie. J'en ai été le témoin, j'ai eu les pires difficultés à passer les checkpoints et surtout à venir ici à Alon Shvut. Troisième catégorie, ce sont des mesures de prévention, dites de prévention en tout cas par Benjamin Netanyahou et les responsables sécuritaires, à savoir la destruction de maisons des terroristes. Normalement, dans les jours à venir, on devrait voir la maison du terroriste qui a causé l'attentat hier ici à Alon Shvut devrait être détruite dans les jours à venir. Et puis ces ballons espions qui sont placés désormais dans le ciel de toute la Cisjordanie, munis de caméras de surveillance qui vont être chargées de scruter les lieux. Voilà toutes les mesures prises hier par Benjamin Netanyahou. Merci Mathias Inbar. On reviendra vers vous tout au long de cette matinée. Emmanuel Navon, ces mesures, est-ce qu'elles peuvent apaiser la situation ou est-ce que c'est simplement des mesures pour tenter de rassurer une population très inquiète ces derniers jours ? Vous savez, la question qui se pose est toujours la même, à savoir est-ce qu'il y a des mesures militaires qui peuvent apaiser la situation ? Et la question qui se pose également, est-ce qu'il y a également des mesures politiques ?
C'est ça la véritable question. Je vous rappelle que pendant ce qu'on appelle la deuxième intifada, alors que historiquement c'était déjà la 4e ou la 5e, ça fait pas 60 ans qu'il y a des intifadas, ça fait depuis le début du siècle, depuis les années 20 du siècle précédent. Beaucoup de gens disaient à l'époque qu'il n'y a pas de solution militaire au terrorisme. Or, l'opération militaire de 2002-2003 a prouvé qu'il y a une solution militaire, puisque l'armée a mis fin au terrorisme de soi-disant deuxième intifada, qui était déjà la 4e ou la 5e. Ensuite, en toile de fond, se pose la question, alors y a-t-il une solution politique, oui ou non? Et là aussi, ça paraît toujours très simple de dire oui, il suffit d'arriver à la solution de 2 États pour 2 nations, une solution qui depuis les années 30 du siècle précédent ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique. Et donc c'est facile de dire oui, il faut une solution politique, mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'on voit très bien où est-ce que ça mène à chaque fois. Donc c'est une situation très complexe. Il n'y a ni de solution véritablement politique, ni de solution véritablement militaire. Mais il n'y a pas de solution pour vous? Non, pour moi, il n'y a pas de solution. Non, il faut quitter le pouvoir, c'est tout. S'il n'y a aucune solution. J'aimerais vous faire rappeler que depuis 2 ans, on ne parlera pas d'il y a 40 ans, c'est Netanyahou qui dirige ce gouvernement. Ces mesures qu'il est en train de faire, il aurait pu les faire il y a quelque temps. Maintenant, qu'on accuse toute la Terre, c'est très facile à faire. Il y a des solutions. Rien du tout. Il existe des solutions. Pour vous, alors, il existe des solutions. Quelles sont-elles pour vous? Par quoi passe le rétablissement au calme? On va vous les dire, c'est ça le problème. J'aimerais bien que M. Navon, également au nom de la droite, nous dise les solutions. Moi, je vais vous les dire. Et c'est ce qu'on fait. Simplement une chose, il y a une chose commune et différente entre vous et moi, c'est que ni vous ni moi n'avons de solution, sauf que moi je le reconnais, c'est la seule différence. Mais non, il y a des solutions. Le fait d'être défaitiste et d'accuser toute la Terre sans prendre ça, personne de rien. Les solutions. Alors les solutions sont très claires et c'est pas moi qui les dis, c'est Netanyahou qui les dit ces solutions-là. Mais il les dit toujours en retard. Lorsque l'on parle, on a des Arabes, des pays arabes modérés dans la région. On a également des Arabes israéliens qui sont prêts à faire la paix avec nous. Il faut d'abord commencer par des petits pas qui, si vous voulez, qui font une reconnaissance entre nous et les Arabes israéliens et les pays arabes. Par exemple, le fait de monter au mont du Temple aujourd'hui, le fait de donner à des députés qui montent là-bas, ce n'est pas une solution. Là, vous êtes c'est le problème. Attendez, on est dans le problème. Maintenant, la solution, c'est 2 peuples, 2 États. Alors, il est évident que nous avons échoué à Oslo pour X raisons qu'on pourra en parler, c'est une autre discussion. Mais on a des États arabes, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, comme le Qatar, comme par exemple le Maroc, comme également l'Algérie, qui sont prêts à nous aider à trouver des solutions avec les Palestiniens. Il faut faire ces solutions-là. Pour vous, le retour au calme en Israël passe par la relance du processus de paix? Mais c'est une évidence. Le processus de paix, c'est ce qu'il faut pour l'État d'Israël. Lorsque nous sommes en paix, c'est bon pour l'État d'Israël. Une autre chose, nous avons également des Arabes israéliens. C'est une chance, 1,5 million d'Arabes israéliens. Lorsqu'hier, j'entends le Premier ministre Netanyahou qui dit « Vous n'êtes pas content, allez à Gaza ». Mais ce n'est pas la solution. On a 1,5 million d'Arabes israéliens. La solution, ce n'est pas leur dire « Vous n'êtes pas israélien, on va vous enlever vos droits à longueur de temps ». C'est pas ça la solution. C'est un atout d'avoir ces Arabes israéliens. Et il faut utiliser ces Arabes israéliens pour arriver à la paix avec leurs frères palestiniens. C'est ça le problème. Lorsque Netanyahou commence... Zohabi, par exemple. Pardon ? Khanin Zohabi, il faut l'utiliser pour faire la paix. C'est ça la force. Écoutez, tout le monde la déteste, cette femme-là. Mais c'est la force de la démocratie israélienne. Je vais vous dire la solution de Zohabi. Il faut comprendre une chose au niveau de l'Europe et au niveau du monde. Il y a 3 problèmes très importants au niveau de l'Europe. D'abord, les droits de l'homme. C'est très important, les droits de l'homme en Europe. Il faut qu'on le sache dans ce pays-là. La démocratie et la liberté. Le fait qu'elle soit à la Knesset, ça renforce la démocratie israélienne, ça renforce la liberté. Qu'on ne la supporte pas, c'est vrai, mais c'est important pour la démocratie israélienne. Emmanuel Navon, vous êtes d'accord, il faut passer par les Arabes israéliens pour tenter de trouver un accord entre Palestiniens et Israéliens? J'avoue que j'ai du mal à suivre le raisonnement de Robert Rouache. C'est-à-dire qu'il mélange le problème des Arabes israéliens, de la solution de la paix. Encore une fois, notre désaccord de fond, c'est que je ne crois pas... Il y a une solution, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Je ne crois pas qu'il y ait une solution, puisque j'essaie de regarder la réalité de façon rationnelle. Je vois la façon dont le Parti travailliste également a essayé de résoudre ce problème. Ça n'a pas marché. Objectivement, ça n'a pas marché. Et il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. C'est que du côté palestinien, il y a un refus fondamental, dont de Mahmoud Abbas, d'abandonner le soi-disant droit au retour. C'est ça qui a fait échouer Camp David en 2000, c'est ça qui a fait échouer Annapolis en 2008. Et donc, c'est beau de parler, il suffit d'une solution de 2 États, etc. Mais on a l'impression de parler... Si on était dans les années 70 ou 80, je pourrais comprendre la rationalité de cette discussion. Mais nous sommes en 2014. Cela a déjà été essayé.
Donc je ne dis pas ça par cynisme, je dis ça par réalisme. C'est facile de dire comme si on n'avait pas vu ce film. On a déjà vu ce film. La réalité israélienne, c'est aussi cette succession d'attentats, cette vague de terreur qu'a connue le pays ces derniers jours. On va retourner sur ces événements, surtout celui d'hier à Tel Aviv qui s'est soldé par la mort d'une jeune femme de 26 ans. Regardez. Nouvelle mesure de sécurité contre la vague d'attaques que connaît le pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné le déploiement de troupes additionnelles à travers le pays et l'accélération de la destruction des maisons des terroristes. Cette rencontre avec les hauts responsables de la sécurité intervient en réaction à 2 attaques au poignard survenues dans la journée à Tel Aviv et en Cisjordanie qui ont coûté la vie à 2 Israéliens. À tous ceux qui manifestent et qui scandent des slogans hostiles à Israël et en faveur d'un État palestinien, je veux dire une chose simple. Allez-y, rejoignez l'autorité palestinienne et la bande de Gaza. Je vous promets que l'État d'Israël ne fera rien pour vous en empêcher. Lundi en fin d'après-midi, un Palestinien a attaqué au poignard 3 Israéliens près de l'implantation à Lonshwoot en Cisjordanie. Dalia Lamkos, une Israélienne de 25 ans, a été tuée. La jeune femme habitait l'implantation de Tekoa. Il y a 8 ans, en février 2006, elle avait survécu à une attaque au poignard à quelques kilomètres de l'endroit où elle a été tuée aujourd'hui. 2 autres personnes ont été blessées. Le Palestinien responsable de l'attaque a été tué par un agent de sécurité israélien. Il était originaire de Hébron. Il avait été en prison pendant 4 ans et demi pour son implication dans des activités terroristes et faisait partie du djihad islamique. Le djihad islamique loue ces opérations héroïques. Nous considérons que c'était une réaction normale au nom du peuple palestinien contre les crimes israéliens à Al-Aqsa contre notre peuple à Jérusalem. Ces actes sont une réponse normale à l'exécution du martyr de Kfar Kana. Une autre attaque s'est produite plus tôt dans la journée, cette fois près d'une des gares de Tel Aviv. Un Palestinien de 18 ans poignarde le soldat israélien Almog Shiloni, 20 ans. Il a succombé à ses blessures dans la soirée. L'auteur de l'attaque a été arrêté, originaire de Naplouse. Il était entré illégalement en Israël, selon la police. Dans la soirée, un Palestinien de 35 ans de Naplouse a été abattu et un Palestinien de 16 ans blessé près de Zemer dans des circonstances inconnues. Et des dizaines d'Israéliens manifestaient en Cisjordanie, réclamant plus de sécurité. La situation ne peut pas continuer comme ça. Le fait que le gouvernement a mis des blocs de ciment à côté de la gare, ce n'est pas une solution. Nous ne sommes pas censés nous cacher, nous sommes censés nous montrer à tous que c'est notre terre et que nous ne voulons pas nous cacher derrière quoi que ce soit. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosor, a accusé l'organisation internationale et les pays européens d'ignorer les attaques terroristes dirigées contre des Israéliens. Fermer les yeux sur le terrorisme revient à le soutenir, a affirmé le diplomate israélien. Les États-Unis ont condamné les attaques terroristes à Tel Aviv et en Cisjordanie et ont exprimé leur vive inquiétude. Voilà, on a vu qu'un des attentats d'hier avait été revendiqué par le djihad islamique, l'autre n'a pas été revendiqué. On dit qu'un des terroristes était affilié au Hamas. Alors on a du mal à comprendre un petit peu où se placer par rapport à la responsabilité de ces auteurs d'attaques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des cellules terroristes? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de réseau? Est-ce que ces attaques sont organisées ou c'est des loups solitaires, comme on l'a répété ces derniers jours dans la presse israélienne? D'abord, l'attentat d'hier dans le Gush Etzion a été revendiqué par le djihad islamique. Ça a été revendiqué. Or, que dit le djihad islamique? Il dit une chose très claire, le Hamas également. En tuant des juifs, on va au paradis. Donc ça, c'est un message très clair et il est entendu apparemment par de nombreux jeunes. Donc ça, c'est un message religieux. Tuer un juif, il bah al yahoud et on va au paradis. Donc voilà, des jeunes, ils prennent un couteau, ils pensent qu'ils vont au paradis, on voit le résultat. Du côté de Mahmoud Abbas, on ne peut pas ignorer également les messages qu'il fait passer. Lorsqu'il a envoyé cette lettre de condoléances à la famille du terroriste qui a tenté d'assassiner Yehuda Glick en le qualifiant de shahid, qui a défendu l'honneur des Palestiniens, cela envoyait un message très clair. J'invite les téléspectateurs à consulter la page Facebook du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, dans lequel tous les jours il y a des messages très clairs, dont des caricatures où on voit des voitures avec le drapeau palestinien écraser des juifs avec un gros nez et un Magen David sur leur chapeau à des arrêts d'autobus. Ça, c'est sur la page Facebook du Fatah. Donc, il y a là des messages qui sont transmis de façon très claire par le djihad islamique, de façon plus fourbe par le Fatah et Mahmoud Abbas. Mais on voit que les mots et les messages ont des conséquences. Mais justement, Mahmoud Abbas n'est pas bloqué aujourd'hui entre cette volonté justement de condamner les violences et d'apparaître
à la communauté internationale comme quelqu'un de responsable, et puis la rue palestinienne quand même qui se révolte aujourd'hui, il doit la soutenir quelque part? Écoutez, d'abord il y a des données générales, c'est-à-dire dans le sens où toutes les intifadas, toutes les guerres entre nous et les Palestiniens, tous les échauffourées démarrent à Jérusalem. Ensuite, elles se propagent en Cisjordanie, Judée et Samarie, après Gaza, après le reste du monde, si vous voulez, du monde arabe. Donc il est évident que depuis le 1er janvier 2014, nous avons affaire à 280 attentats à Jérusalem. 280 attentats uniquement à Jérusalem. C'est énorme, c'est colossal. Et qui est responsable ? Écoutez, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Le responsable, c'est d'abord le gouvernement israélien, c'est une évidence. On n'envoie pas, encore une fois, des députés sur le mont du Temple, et également les Palestiniens, dans le sens où les Palestiniens... Mais quels Palestiniens? Est-ce que l'autorité palestinienne a justement une part de responsabilité dans ces attentats? Mais écoutez, peu importe quel Palestinien... Si non, c'est... pas peu importe. Bien sûr, c'est peu importe. Un arabe palestinien qui soit en Israël, ou qui soit également en Cisjordanie, ou qui soit en Jordanie, se définit comme arabe palestinien. Et donc, encore une fois, c'est une ambiance qui est créée. Lorsqu'on a 280 attentats à Jérusalem, l'ambiance, elle est créée parce qu'il est évident que les Palestiniens, en parlant des mosquées à Al-Aqsa et des mosquées d'Omar, il est évident qu'ils propagent, si vous voulez, l'incendie qui est en train de se propager dans tout le Moyen-Orient. Maintenant, n'oubliez pas que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Liban, ce qui se passe également en Égypte, au Sinaï, donc tous les Arabes israéliens ou les Arabes palestiniens regardent ce qui se passe. Et donc, si vous voulez, les Palestiniens ont leur part de responsabilité, mais également le gouvernement israélien. Et quand vous dites les Palestiniens, c'est comme extrêmement différent s'il s'agit de loups solitaires et donc d'agents dormants, de cellules isolées, ou si derrière l'autorité palestinienne a une part de responsabilité en incitant à la violence ou en ne condamnant pas ce genre d'actes. C'est pas important. Je vais vous dire encore une fois pourquoi. Les deux premières intifadas ont démarré par des personnes qui étaient isolées. N'oubliez pas que c'était une personne qui a passé la frontière au Liban et qui avait fait un accident également à Gaza. Comme ça, on démarrait par la rue palestinienne. Oui, mais c'était des gens qui étaient isolés. Et ensuite, le peuple a continué ces intifadas. Donc c'est ce qui se passe encore une fois aujourd'hui. 280 attentats faits par des gens isolés, ou dirigés par Mahmoud Abbas, ou dirigés par le Hamas, ou par c'est exactement la même chose. Donc on est en train, si vous voulez, d'avoir un embrasement au niveau des territoires de Cisjordanie et qui vont se propager également dans tout Israël. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Je peux vous dire exactement ce qui va se passer. Des attentats suicides à Tel Aviv dans quelques temps, à Be'er-Sheva, à Ashdod, à Netanya, etc. Et donc Netanyahou va se réveiller en disant « je ne suis pas responsable ». Et c'est ça le problème, c'est le problème de fond. Emmanuel Navon, qu'est-ce que vous pensez de la part de responsabilité de l'autorité palestinienne dans cette vague d'attentats? Je veux dire, la part de responsabilité, c'est pas seulement l'incitation dont je viens de parler il y a quelques minutes, mais également le fait que Mahmoud Abbas, à 2 reprises, a rejeté de véritables offres de paix. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il a rejeté celle de 2008 à cause du droit au retour, et lors des précédentes négociations avec Tzipi Livni, ça a buté encore une fois sur le droit au retour, et lors des commémorations des 10 ans de la mort d'Arafat, il l'a répété très clairement. Il a dit très clairement, on ne remettra jamais en cause le droit de 5 millions des descendants, parce que c'est en fait les descendants des réfugiés de 48, de devenir citoyens israéliens. Alors, si c'est ça la solution, on voit difficilement comment il y a une solution politique. Donc sa responsabilité, elle est également dans le fait qu'il a une part de responsabilité écrasante dans l'échec du processus de paix. Merci Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. Merci Robert Wash. Emmanuel Navon, vous restez avec nous. On revient dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette édition spéciale. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning pour la deuxième partie de cette édition spéciale. Merci d'être toujours avec nous. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, Cyril Amar, et nous a rejoint Ali Waked. Bonjour, consultant et 24 News et spécialiste du monde arabe et musulman. Alors, vous le savez, c'est les 10 ans, la commémoration de la mort, des 10 ans, je vais y arriver, de la mort de Yasser Arafat. On va regarder avec vous, Cyril, comment les Israéliens, 10 ans après, perçoivent l'héritage de Yasser Arafat.
Oui, Léonore, on a beaucoup parlé de l'énigme qui entourait le décès d'Yasser Arafat. Pour les Israéliens, la vie d'Yasser Arafat reste une énigme 10 ans après sa disparition. Alors on peut essayer de dégager 3 grandes périodes au niveau de la perception des Israéliens du père de la cause palestinienne. La première période, c'est celle qui commence avec la création du Fatah en 1959 par Yasser Arafat au Koweït et qui s'étend jusqu'à la signature des accords d'Oslo en 1993. Pour les Israéliens, c'est clair, Arafat est l'ennemi numéro 1, l'architerroriste. C'est lui qu'on associe avec le détournement d'avions, les attentats terroristes, la première guerre du Liban. Mais comme pour paraphraser le Premier ministre d'alors, Menachem Begin, Yasser Arafat est alors à la tête d'une organisation d'assassins, tout simplement celle de l'OLP. La seconde période, c'est celle qui va d'Oslo, donc en 93, au déclenchement de l'intifada, dans les années 2000. Alors pendant les années Oslo, Arafat devient subitement fréquentable. Il fait partie du paysage politique israélien, presque il rencontre les premiers ministres. Il a même droit à sa marionnette dans les guignols de l'info israélien, mais c'est un optimiste qui va vite partir en fumée, la fumée des bus calcinés, voilà, on le voit ici avec Benjamin Netanyahou dans les guignols de l'info israélien. Un optimisme, une fréquentabilité qui va vite partir en fumée, la fumée des bus calcinés, éventrés dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem, puisque dans les années 90 et 2000, donc, les Israéliens reprochent à Arafat de flirter avec le terrorisme, ils lui reprochent sa connivence avec l'organisation du Hamas, son refus d'en découdre avec ce qu'on a appelé souvent le front du refus que constituait le Hamas, mais d'autres factions palestiniennes qui refusaient justement la signature des accords d'Oslo. On a reproché à Arafat d'être un excellent leader d'une cause, mais qui n'a jamais réussi à bâtir des institutions étatiques. On a refusé en Israël de le comparer à Ben Gurion, qui lui avait réussi à placer justement sous un même commandement les différentes factions israéliennes, ou en tout cas pré-création de l'État d'Israël, et tout ça évidemment a fait perdre à Arafat beaucoup de crédibilité. La troisième période, c'est celle qui va de 2000, donc après les accords de Camp David, à la mort du Raïs de Ramallah, donc encerclé dans la Moukata à Ramallah. Après les accords de Camp David, les Israéliens ont vraiment l'impression que voilà, et ça, cette photo, cette image, elle est peut-être très emblématique. On s'en souvient, il est encore en uniforme, il refuse de quitter l'uniforme, d'ailleurs même au moment de la signature des accords d'Oslo, et Barak qui le pousse presque de manière nonchalante dans la salle des négociations, et c'est ça qui va rester dans la mémoire des Israéliens. Et Ehud Barak, qui est pour beaucoup, il a l'impression d'avoir tout simplement démasqué Yasser Arafat après lui avoir proposé des offres très généreuses, d'avoir tout fait pour tenter de parvenir à un accord avec Yasser Arafat. Et les Israéliens qui ont le sentiment quand même, pour une majorité d'Israéliens, que Yasser Arafat était resté, qu'il n'avait jamais abandonné la voie du terrorisme, et qu'il était resté tout ce qu'il avait toujours été, à savoir un terroriste qui n'a jamais été intéressé véritablement à parvenir à un accord, avec un compromis historique avec Israël. Ali Waqued, jamais les Israéliens n'ont cru en Yasser Arafat, n'ont cru en la possibilité que Yasser Arafat passe justement du terrorisme à la politique, devienne un réel leader politique de la cause palestinienne? Arafat, il a passé de la révolution et de la lutte armée à la politique, à la voie diplomatique, et il a payé un prix très cher dans son image auprès d'une très grande partie des Palestiniens qui l'ont accusé d'avoir vendu la révolution, d'avoir vendu la lutte anti-israélienne pour quelques privilèges qu'il a eu en tant que chef de l'autorité palestinienne. Le problème, c'est que pour les Israéliens, ils voulaient un leader palestinien de leur taille et à leur taille, et donc créé, fondé peut-être par la direction israélienne. Arafat a payé un prix énorme, mais il a voulu recevoir un prix qui est équitable du côté israélien, un prix qui lui valait dire aux Palestiniens: il faut renoncer à une partie de notre rêve. La Palestine historique sera jamais la Palestine de l'avenir, mais quand on voit certains des documents, par exemple là, Ehud Barak et Arafat, est-ce que vous saviez, Éléonore, que le changement de territoire entre Palestiniens et Israéliens, ce qu'on appelle les corrections de territoire, était basé sur 1 sur 9, donc chaque kilomètre carré chaque 9 km carrés pris par les Israéliens pour les blocs des colonies, les Palestiniens devraient recevoir 1 kilomètre dans le Negev. Et puis on dit après que on a démasqué les Palestiniens. L'équation qui sera aujourd'hui et qui sera dans l'avenir, c'est droit au retour pour la totalité des territoires de 1967 et
le document qu'Arafat n'a pas signé, il n'y aura aucun leader palestinien qui osera le signer. Donc pour beaucoup de Palestiniens, le moment de cette solution historique, de ce compromis historique entre Palestiniens et Israéliens a disparu au moment où Arafat a disparu aussi. Ce qui est très révélateur quand même, c'est que pour le 10e anniversaire de sa mort, on le porte au nu autant en Cisjordanie par le Fatah que dans la bande de Gaza par le Hamas justement, donc qui est le Hamas qui adule Yasser Arafat et qui pourtant lui n'est pas partisan d'un. Le Hamas qui adule, vous dites Yasser Arafat aujourd'hui? Tout à fait, oui, bien sûr, ils étaient prêts à célébrer aujourd'hui parce qu'à l'époque Yasser Arafat était un grand ennemi du Hamas. Pas vraiment, si vous posez la question au Hamas, je ne sais pas. Il y a des prisonniers du Hamas qui ont été libérés pendant que Yasser Arafat négociait avec Israël. Et c'est ce que justement les Israéliens lui ont souvent reproché. On va justement en parler avec Charles Saint-Pro, directeur de l'Observatoire d'études politiques à Paris et auteur de la biographie de Yasser Arafat. Bonjour, merci d'être avec nous en ligne donc depuis Paris. Vous avez bien connu, il me semble, Yasser Arafat. La grande victoire de cet ancien Reich, est-ce que c'est justement son virage d'une forme de terrorisme à la politique? Oui, bonjour. Je crois que Arafat avait deux caractéristiques. C'était bien sûr une figure historique qui incarnait en quelque sorte son peuple, un peu comme le général de Gaulle a pu le faire à une époque. Et puis c'était un réaliste qui avait fait le choix de la paix. Ce n'était pas l'extrémiste. Tous ceux qui l'ont connu savent très bien que ce n'était pas quelqu'un qui était favorable aux solutions extrêmes. C'était encore moins terroriste. Il voulait sincèrement la paix des braves, comme il disait, une paix juste et durable qui permettait l'entente entre les peuples. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et je crois qu'il y a eu un grand moment, ça a été Rabin. Et il a trouvé avec Rabin celui qu'il avait longtemps cherché, c'est quelqu'un qui était prêt à faire cette paix des braves. Et je crois que ça a été une chance inouïe pour retrouver une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Et puis on connaît la suite, l'assassinat de Rabin, la marginalisation d'Arafat. Je crois qu'on est passé vraiment à côté de la paix. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Mahmoud Abbas est le successeur en quelque sorte de l'héritage politique de Yasser Arafat? Alors d'abord deux choses. Pour ce qui concerne le Hamas dont vous venez de parler, il est clair que le Hamas n'a jamais été pour Arafat et que les cérémonies que le Hamas voudrait organiser ne sont que de la poudre aux yeux. Le Hamas a été créé, d'ailleurs avec un peu le soutien de certains dirigeants israéliens et américains, il faut le dire, pour contrer Arafat. Arafat détestait tout ce que pouvait incarner le Hamas, c'est-à-dire un extrémisme obtus et une impasse. Je crois que ça, c'est important à signaler. Et par ailleurs, c'est clair que la liquidation, la disparition d'Arafat, eh bien, ça a créé une situation d'impasse. Arafat, c'était pas un obstacle pour la paix, comme le disent ceux qui ne veulent pas de la paix. Arafat, c'était une chance pour la paix. Or, il n'a aucun successeur crédible capable de faire la paix. Mais c'est aussi, notons-le, le même cas du côté israélien, d'où ce vide qui encourage les extrémismes et la violence. Merci beaucoup, Charles Saint-Pro, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire d'études politiques à Paris et auteur d'une biographie sur Yasser Arafat. Alors, Emmanuel Navon, partenaire pour la paix, Yasser Arafat plus que Mahmoud Abbas aujourd'hui? Écoutez, depuis quelques minutes, j'entends dans le silence tout ce que je viens d'entendre. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Aussi bien ce qu'on vient d'entendre maintenant que ce qu'a dit tout à l'heure Ali. Yasser Arafat a pris la direction de l'OLP en 1969, organisation qui a été créée par l'Égypte en 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours. Organisation de libération de la Palestine, pas de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, n'est-ce pas? Et qui en 1974 adopte au Caire le plan des étapes, après la guerre de Kippour, qui dit la chose suivante: puisqu'il n'y a pas de solution militaire contre Israël, il faut un plan d'étapes pour détruire Israël de l'intérieur. Ça a été adopté par l'OLP en 1974. Et lorsqu'il signe les accords d'Oslo en 1993, il les signe en situation de faiblesse, après avoir perdu tout le soutien financier des pays du Golfe à cause de son soutien pour Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe, après avoir été mis à l'écart par les États-Unis dans les négociations de Madrid, justement parce qu'il avait soutenu Saddam Hussein. Il voit également à l'époque l'immigration des Juifs d'Union soviétique qui est en train de changer l'équilibre démographique à l'avantage d'Israël. Il a le dos au mur et là il signe les accords d'Oslo. Il le déclare lui-même un an plus tard
à Johannesburg, il dit j'ai signé les accords d'Oslo comme le prophète Mohammed avait signé les accords de Hudaybiyah, c'est-à-dire des accords temporaires dont le but unique et ultime est de les violer quand on sera en position de force. Oui, c'est peut-être aussi des déclarations qui devaient rassurer l'opinion publique palestinienne, qui était contre lui. En tout cas, vous ne pensez pas que Yasser Arafat a été, à un moment donné, un partenaire pour la paix pour Israël? Non, la réponse est non. Et je citerai ici Dennis Ross. Dennis Ross, qui était le négociateur en chef des États-Unis pendant Camp David, et qui a tout documenté, qui dit la chose suivante. Yasser Arafat a signé Oslo par tactique. Ce n'était pas une stratégie de paix pour lui. C'était uniquement parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'a jamais voulu faire la paix lorsqu'il était à Camp David. Il n'a cessé de répéter les mêmes mythes du passé. Il n'a jamais, une fois qu'il a été mis devant ses responsabilités, de faire la paix avec Israël, au moment de vérité, il a dit non. Et ça n'était pas une question de pourcentage ici ou là, c'était sur la question du principe, le refus de mettre fin au conflit, le refus d'abandonner le soi-disant droit au retour dont le seul et unique but est d'envahir Israël avec les soi-disant descendants des réfugiés de 1948. C'est ça la vérité. C'est que l'OLP a toujours été la même organisation, comme son nom l'indique, de libération de la Palestine, que Arafat a été sauvé par la gauche israélienne en 1993 parce qu'il avait le dos au mur. Et quand on est arrivé au moment de vérité, à Camp David, la vérité a été révélée. Et je trouve cela incroyable, aujourd'hui en 2014, de continuer de répéter les mêmes mythes, de se voiler la face au lieu de regarder la vérité en face. Deux petites remarques. Je suis d'accord avec Emmanuel que le problème de la direction palestinienne, du leadership palestinien, c'est que ils sont incapables de dire aux Palestiniens qu'une signature sur un accord de paix avec Israël signifie la fin, la fin des conflits et la fin des droits, des demandes historiques, parce que c'est une direction qui ne se contente pas de l'audace de dire aux Palestiniens il n'y aura plus de droit de retour. Les réfugiés ne seront pas de retour à Jaffa, à Saint-Jean-d'Acre et ailleurs. Un. Mais deux, il faut regarder l'antithèse de Arafat. L'antithèse de Arafat, c'est Abou Mazen Mahmoud Abbas, et l'attitude de la direction israélienne vis-à-vis Abbas est exactement la même, identique. Et là, on peut citer tout le monde, les dirigeants de l'Union européenne, des États-Unis. Mahmoud Abbas, qui est anti-lutte armée, anti-violence, l'homme du compromis historique, il est confronté au même obstacle israélien. Donc, ce que disent les Palestiniens... mais en 2008, Ehud Olmert a offert à Abbas plus que... Il faut offrir à Emmanuel, il faut offrir à Abbas et à Ahmad et à Mahmoud le retrait de 1967. Il n'y a pas de retrait sur les lignes. Non, maintenant que les Israéliens répètent, ça ne fait pas que ça devient la vérité. On peut répéter tout le monde, mais l'idée que Olmert a proposé le plus grand pourcentage, c'est vrai. Plus que Rabin, plus que Pérez, plus que Barak, il n'y a pas de discussion, mais ça n'a pas obéi. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens veulent le 1960. Non, c'était Abbas lui-même. Les Palestiniens, j'admets que les Palestiniens ont du mal à dire à leur public. Non, il y avait le Canada qui était à la tête de commission multipartite qui a déjà investi 20 milliards de dollars, cette commission, pour faire loger les réfugiés palestiniens dans les frontières entre la Jordanie et l'Irak. Il y avait, vous savez, sur Camp David, le retour était réservé à une petite partie de réfugiés, c'est celle du Liban, 150 000 qui devaient retourner sur 15 000 et non pas avoir le moindre effet sur la balance démographique entre Israéliens et Palestiniens. Allez, on va bientôt devoir s'arrêter. J'aimerais quand même avoir votre réaction sur l'absence de condamnation dernièrement de Mahmoud Abbas à la vague d'attentats, aux attentats terroristes d'hier, en l'occurrence. C'est dur à l'entendre israéliennement et internationalement, mais les Palestiniens pensent que ce qui se passe, cet élan de colonisation, c'est un attentat contre le processus de négociation, et donc il n'y a pas de condamnation de la part du côté israélien. C'est la position de Mahmoud Abbas et des conseillers de Mahmoud Abbas que la colonisation, ce sont des attentats contre la vie des Palestiniens et contre le processus de paix, comme il n'y a pas de condamnation du côté israélien, et le public palestinien devient de plus en plus en faveur du processus de paix. Mahmoud Abbas est un homme d'État, mais est aussi un politicien qui fait les calculs politiques. Condamner le meurtre, mais moi ce qui m'a étonné, c'est que même hier, l'assassinat à Tel Aviv n'a pas été condamné. Les Palestiniens faisaient toujours la différence. Est-ce qu'on peut encore espérer la relance du processus de paix avec un partenaire comme Mahmoud Abbas s'il ne condamne pas sévèrement au moins ce genre d'acte terroriste ? Vous savez,
Éléonore, moi j'aimerais entendre, est-ce qu'on pose ces questions au Premier ministre palestinien? Vous savez, il y a des dizaines de Palestiniens, même après les années de l'intifada, tués. Vous savez, quand il y avait deux jeunes Palestiniens tués du dos, les Israéliens n'ont pas accepté, seulement après une pression internationale, à mener une investigation commune avec les Palestiniens. Il n'y avait pas de condamnation. Donc on ne peut pas attendre des Palestiniens de condamner, alors on ne demande pas une seule fois aux Israéliens de condamner. Ce sont, à la fin du jour, ce sont des hommes politiques qui font des calculs politiques. Merci Ali Wakel, merci Manuel Navon, merci Cyril Amar d'avoir été avec nous. Restez avec nous. La suite de cette édition spéciale, c'est dans quelques minutes, juste après un journal présenté par Daniel Goldmink. À tout de suite. ההסתה והלהבות בירושלים במגזר הערבי הגיעו לגבהים שהם עלולים גם לזלוג מעבר לכך. קצת אחרי השעה 12 בצהריים קיבלנו קריאות במגן דוד אדום על צעיר שנדקר כאן על הדשא. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה רבה מאוד, זה אירוע חמור מאוד. שמדובר על חייל שהותקף על ידי בן מיעוטים שמתגורר באזור העיר שכם. Suite de cette édition spéciale sur i24 News, merci d'être avec nous. Il est 9h12 à Tel Aviv et nous sommes ensemble pour encore une heure. On va tout de suite voir avec vous, Betsabé Salem, bonjour, comment la presse internationale a couvert ces dernières attaques. Alors aux États-Unis, tout d'abord avec ce lien de causalité, bien sûr, avec ces dernières semaines de violence à Jérusalem, une violence qui s'est propagée à des villes arabes du nord d'Israël où la police a tué un Palestinien et non pas un Arabe de nationalité israélienne. Les effets de ces attaques, alors elles choquent les Israéliens, nous dit le New York Times, et accentuent la pression sur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a d'ailleurs accusé le président de l'autorité palestinienne d'avoir incité cette violence. Autre effet donc de ces attaques, le froid entre les deux dirigeants qui devient polaire. Mais à qui la faute? Alors le New York Times nous raconte ces appels à ces attaques au couteau, non pas par les dirigeants du Fatah, non, mais par ceux du Hamas, des appels répétés, des appels publics. Et ça n'empêche pas l'un des principaux quotidiens américains de terminer son article avec cette affirmation du père de Nour al-Din Hachiyeh, suspect donc de l'attaque de Tel Aviv d'hier. Il n'est ni un activiste ni un nationaliste, il ne pense qu'à décrocher un travail et comme il ne peut pas avoir de permis de travail en Israël, alors il s'infiltre. Fin de citation, et comme si le coupable ce n'était pas forcément celui qu'on croyait. Quand bien même il aurait un permis de travail, même les Arabes israéliens remettent en question leur loyauté envers Israël, nous explique le Washington Post qui titre en pleine page « Les Arabes israéliens sont furieux ». Photo à l'appui, en cause d'une vidéo d'un policier israélien tirant sur un citoyen arabe. L'article débute d'ailleurs avec cette affirmation: il n'est pas inhabituel que la police israélienne tire sur des suspects terroristes palestiniens. Ah, les méthodes israéliennes, Éléonore, et j'oubliais presque d'ailleurs, les deux attaques d'hier figurent, elles, plus bas en info connectée. Puis ailleurs dans le monde, comment l'info est perçue? Alors, quand même de quoi faire le tour de la planète. En 3 semaines déjà, 6 morts dans 2 attentats terroristes à Jérusalem, rappelle El País, rien chez El Mundo, toujours en Espagne. Une telle tension n'avait pas été atteinte depuis la 2e intifada. En Grande-Bretagne, l'info n'a pas intéressé le Telegraph. Abordant le sujet, quand même, le Guardian, lui, titre sur ces 2 meurtres, mettant en parallèle les promesses d'un Premier ministre israélien d'une réponse dure à cette violence. Et finalement, d'un point de vue britannique, les 2
deux camps se valent, question provocation. Et en croire les Républicains, le danger maintenant viendra presque du Premier ministre israélien. En fait, voyez le titre du quotidien italien, 4 Israéliens agressés, Netanyahou qui répondra avec une expression qui exprime plus la férocité que l'amertume. Et qui dit férocité dit injustice. D'ailleurs, Le Monde en France, qui se base sur les dépêches des agences, chute avec cette formule, comme si finalement ça expliquait tout. Éléonore, ces Arabes israéliens, s'estiment victimes de discrimination incessante et considérés comme des citoyens de seconde zone. À chacun sa façon de tempérer. Je finirai avec Libération, d'une part, qui ne suit pas la plupart de ses confrères, avec cette photo qui n'est pas la scène de l'agression, mais celle de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où est hospitalisé l'un des agresseurs, tandis que le Figaro, lui, nous montre, lui, du sang. La photo est prise à Tel Aviv, donc où les forces de sécurité nettoient la scène de l'attentat. Le Figaro qui redoute un embrasement plus large. Nadia Ellis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv. J'aimerais vous demander quelle est l'importance, selon vous, du choix des mots dans la couverture de ce conflit, par exemple entre Arabes israéliens et Palestiniens, comme un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est un exemple, mais je crois qu'il y a peut-être encore un exemple plus poignant, c'est l'emploi ou le non-emploi du terme terroriste. Et c'est là, en fait, qui tourne beaucoup de l'argumentation qu'on voit dans la presse aujourd'hui, c'est-à-dire en Israël notamment, ou dans les pays ou les médias qui sont plus du côté israélien, on emploie le terme terroriste, qui n'est pas employé dans les autres médias. Pourquoi ? D'abord, il faut comprendre que le terrorisme, le mot terroriste est un mot qui n'a pas vraiment de définition figée, où il n'y a pas de consensus en fait par rapport à son emploi. On estime que le terrorisme, c'est l'emploi de la terreur à des fins politiques et ou idéologiques, mais on ne sait pas exactement comment définir vraiment dans l'acte qu'est-ce que c'est une attaque terroriste ou pas. Donc, est-ce que c'est pas justement à partir du moment où des civils sont touchés qu'on peut parler de terrorisme, ou est-ce qu'il faut qu'une organisation terroriste derrière revendique une attaque? Eh bien, ça dépend en fait des pays et des définitions de travail que chaque pays donne, mais il faut comprendre que déjà le terme terroriste, comme d'ailleurs beaucoup d'autres termes comme antisémite ou délégitimation, ou encore plein d'autres termes, ou raciste même, sont des termes péjoratifs avec une valeur subjective, et ce sont des termes qui sont normalement employés pour définir un ennemi. Il est très très rare, voire impossible, que quelqu'un s'autodéfinisse terroriste ou antisémite ou raciste ou homophobe, etc. Donc à partir du moment où on peut appeler quelqu'un d'autre terroriste, ça sert à retirer toute légitimité de ses actes ou de ses paroles. Et c'est bien là où se joue toute la différence entre la presse israélienne et la presse internationale qui, jusque-là, refuse un peu d'employer le terme terroriste par rapport à toutes ces attaques, alors qu'en Israël, on n'hésite absolument pas, ni du point de vue politique, ni dans la presse, à les appeler terroristes. Donc en Israël, on essaye de retirer toute légitimité à ces attaques. Apparemment, dans la presse internationale, on essaye de comprendre, et d'ailleurs, justement, on a souligné tout à l'heure le lien de causalité qu'on fait très souvent entre toutes ces attaques et tous ces événements. Donc on essaye de justifier quelque part ce qui se passe par une chaîne d'événements, ce qui n'est absolument pas le point de vue israélien. Et comment expliquer justement que vous parlez de la presse internationale comme s'il s'agissait d'un tout, mais effectivement, presque nulle part, on peut voir les termes terroristes, même dans une presse internationale américaine, par exemple, qui peut paraître plus proche. Il y a beaucoup quand même, le terme est repris régulièrement quand même. Oui, alors le terme, il est repris normalement en disant qu'Israël appelle ce genre d'attaque, définit ce genre d'attaque comme des attaques terroristes. Il faut savoir que d'un point de vue argumentatif et rhétorique, c'est une stratégie argumentative très commune de utiliser des termes pour se positionner politiquement. Donc normalement, si Israël va définir une attaque terroriste, ceux qui se positionnent du côté israélien vont reprendre ce terme, alors que c'est une stratégie faite exprès de ne pas employer ce terme pour justement prendre les distances par rapport au point de vue israélien. Donc c'est vraiment une façon de se positionner politiquement à travers un emploi ou le non-emploi de certains termes. Alors on va passer avec vous, Dror Raven-Sapir, notre consultant politique. On va parler des aspects politiques donc, de cette crise. Comment vous pouvez qualifier la manière dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou gère cette dégradation sécuritaire ? Écoutez, Benjamin Netanyahou, Premier ministre, mais à l'entendre ces derniers jours,
on a l'impression d'avoir affaire davantage à un Benyamin Netanyahou, chef de parti, en fait. Chef d'un parti qui s'appelle le Likoud, qui est soumis à une concurrence très rude sur sa droite, avec Naftali Bennett et le foyer juif. Un Benyamin Netanyahou en campagne, et qui a choisi de repartir à la conquête de son électorat traditionnel, à savoir l'électorat de la droite, et qui a bien saisi qu'il y avait un mouvement assez profond dans la société israélienne vers des options politiques qui sont celles défendues par la droite israélienne. Et on va tout de suite voir un exemple. On regarde. Non. On entend peut-être. Nous luttons contre l'incitation de l'autorité palestinienne et des islamistes radicaux. Nous agirons avec détermination contre les émeutiers qui appellent à la destruction de l'État d'Israël et tous ceux qui manifestent pour condamner Israël et soutenir l'autorité palestinienne. Je leur dis une seule chose, vous êtes invités à vous rendre là-bas, dans les territoires de l'autorité palestinienne ou à Gaza. Je vous promets que l'État d'Israël ne vous y empêchera pas. Ça, Eleonore, c'est typiquement le genre de discours qu'un Avigdor Lieberman aurait tenu il y a encore quelques mois, qui pourrait tenir encore aujourd'hui. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Il y a eu d'autres exemples récemment. Benyamin Netanyahou s'en est pris en des termes très rudes à la gauche israélienne, qui l'accuse d'être obsédé en quelque sorte par l'idée d'évacuer des localités juives et israéliennes en Cisjordanie. Il s'en prend bien évidemment à Mahmoud Abbas, presque davantage à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne qu'au Hamas et au djihad islamique, qui eux, incontestablement, encouragent ce genre d'attentat terroriste individuel. D'ailleurs, l'auteur, par exemple, de l'attentat dans le Gush Etzion était un membre du djihad islamique, et le djihad islamique a revendiqué cet attentat. Donc on a un Benyamin Netanyahou qui sent en fait que son image de marque, qui a été pendant très longtemps celle du monsieur sécurité en Israël, est en train de se fendiller un petit peu, parce que pendant des années, et effectivement, il pouvait s'enorgueillir, Benyamin Netanyahou, d'avoir été un Premier ministre sous le pouvoir duquel les Israéliens pouvaient légitimement se sentir en sécurité. Et c'est plus le cas. Sur les domaines sécuritaires. Nadia Ellis, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours, de ce durcissement de la position de Benyamin Netanyahou dans ces discours? Il est très attaché à cet aspect sécuritaire, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Ça a toujours été le cas, effectivement, comme Dror l'a dit, c'était tout à fait la construction de son ethos. En revanche, je suis effectivement d'accord que là, Netanyahou essaye de parler à son électorat et de le reconquérir. La phrase qui est vraiment la plus intéressante par rapport à ce qu'il a dit, c'est donc cette invitation aux Arabes israéliens, à ceux qui protestent contre Israël et qui peuvent aller vivre à Gaza. Donc sa phrase, je cite, « Ceux qui protestent contre Israël peuvent aller vivre à Gaza, mais... ceux qui restent doivent savoir que j'ai donné l'ordre de prendre des mesures supplémentaires contre les terroristes. » La phrase tourne autour de ce « mais ». En argumentation, le « mais », donc c'est une conjonction qui marque une opposition entre la première partie de la phrase et la deuxième. C'est pas de la provocation. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le « mais » fait croire, en mettant donc la deuxième partie de la phrase en opposition avec la première, que ceux qui protestent en Israël, en fait, sont des terroristes, ou en tout cas sont pour le terrorisme, étant donné que si vous restez, il faut que vous sachiez que je vais prendre des mesures de sécurité supplémentaires par rapport au terrorisme. Donc si ça ne vous va pas, vous êtes invité à vous rendre à Gaza. C'est comme si tous ceux qui protestent aujourd'hui en Israël étaient pour le terrorisme et ils ne protestaient pas pour autre chose. Alors que évidemment, ces protestations sont aussi par rapport au traitement des Arabes israéliens, etc. Donc cette manière de simplifier ce qui se passe aujourd'hui en Israël, complètement le conflit exactement, et de généraliser. Oui. Ce qui est important, c'est que Benyamin Netanyahou est un homme qui a toujours les yeux rivés vers les sondages et vers les enquêtes d'opinion. Et s'il adopte ce discours, c'est bien qu'il sent que, encore une fois, peut-être pas dans sa majorité, mais dans des proportions quand même tout de même assez considérables, la société israélienne vire à droite en quelque sorte. D'ailleurs, à l'image d'autres sociétés occidentales, on a vu les résultats des élections aux États-Unis, on voit à quel point la gauche est très mal en point en France, et à quel point les opinions publiques occidentales, ces derniers temps, ont tendance à prôner des systèmes de valeurs qui sont ceux que les partis de droite, voire parfois même en Europe d'extrême droite, prônent.
Et Benjamin Netanyahou est très à l'écoute des évolutions, des grandes tendances, des tendances fortes de la société israélienne. Il sait, encore une fois, ça c'est crucial, je reviens là-dessus, que son image de marque en tant que monsieur sécurité d'Israël, eh bien, elle n'est plus aussi bonne qu'auparavant et il risque de peut-être perdre le pouvoir tout simplement. On va assister de plus en plus, à mesure que la tension sécuritaire va s'aggraver, à une droitisation du discours de Benjamin Netanyahou. Du discours, peut-être pas des actes, mais du discours. Alors quel est le message justement de l'opposition dans ce contexte? Parce qu'on entend assez peu finalement. On l'entend. Alors, le problème aussi, c'est que l'opposition est au sein du gouvernement, en quelque sorte. Yair Lapid a fait entendre sa différence, notamment sur la question des émeutes dans le secteur arabe. Tzipi Livni, on n'entend pas trop. Son numéro 2, Amir Peretz, vient de quitter le gouvernement, va peut-être rejoindre son ancienne maison, son ancien foyer politique, le Parti travailliste. Alors, l'opposition est un petit peu en porte-à-faux, parce qu'elle sent bien aussi que l'opinion publique israélienne, si elle est un petit peu déçue par Benjamin Netanyahou, eh bien, c'est pas forcément au bénéfice de l'opposition du centre ou du centre-gauche, mais plutôt au bénéfice de Naftali Bennett et des partis qui sont plus à droite que le Likoud. C'est la première fois qu'il y a une telle opposition au sein même de la coalition? Non, c'est pas la première fois, parce que vous savez qu'en Israël, on a affaire à un régime politique basé sur un système électoral de la proportionnelle intégrale qui impose des coalitions. Le camp Livni Lapid et le camp droite avec Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett. Oui, alors que Benjamin Netanyahou, pendant longtemps, était un petit peu au milieu. Et là très clairement, il a choisi son camp, qui est celui de la droite. Et encore une fois, on va peut-être en parler tout de suite, mais on se rapproche d'une année électorale. Très probablement, on rentre en période préélectorale et par conséquent, à la fois les discours et les actes de nos politiciens doivent être interprétés à l'aune de cette échéance électorale qui très probablement se rapproche. Merci beaucoup, Dror Ben Sapir. Merci Nadia Elit et merci Betsab Bessalem d'avoir été avec nous. N'allez nulle part, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale, mais avant un journal. Dernière partie de cette édition spéciale, merci d'être toujours avec nous. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial qui se trouve dans la région de Gush Etzion, plus exactement à Alon Shvut, là où s'est déroulé un attentat dramatique qui s'est soldé par la mort d'une jeune fille de 26 ans. C'est à vous, Mathias. Mort, même si Yochanan Danino, le commandant de la police israélienne, ne parle pas encore de troisième intifada, eh bien, ça en a l'air. En attendant, eh bien, nous nous trouvons ici à Alon Shvut, à l'endroit même où Dalia Lamkos, 26 ans, a été poignardée à mort hier par un terroriste palestinien venant de la ville de Hebron. Et ici, eh bien, c'est le choc parce qu'on se sent une cible potentielle, parce que ces attentats sont le résultat d'éléments isolés, de loups solitaires, comme on les appelle dans le système sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle les services de sécurité ont le plus de mal à prévenir cette vague d'attentats. En attendant, Benjamin Netanyahou a pris des mesures concrètes, notamment le renforcement des militaires sur les routes de Cisjordanie, mais également la destruction des maisons des terroristes qui commettraient des attentats dans quelques jours. On devrait d'ailleurs, la maison de celui qui a causé l'attentat derrière nous devrait être détruite. Dalia Lamkos devrait être inhumée autour de 10 heures. Des funérailles qui s'annoncent bien évidemment très pleines d'émotions, parce que Dalia Lamkos avait été poignardée à l'âge de 17 ans, il y a 8 ans exactement. Elle avait évité à la mort, et donc c'est presque la mort qui l'a rattrapée, nous dit-on, du côté d'Alon Shvut. Émotion, certes, mais également funérailles pleines de politique. C'est ce que nous a confié David Hipper, le responsable du conseil régional du Gush Etzion. Il demande des mesures concrètes de la part du gouvernement israélien.
Voilà, m'a rejoint sur ce plateau Avi Pazner. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, également Rudy Saada, et puis toujours avec Nadia Elitz, chercheuse à l'université de Tel Aviv. Avi Pazner, ces mesures prises par Binyamin Netanyahou, notamment la destruction des maisons des terroristes, est-ce que ça peut vraiment freiner l'escalade des violences? Je ne suis pas sûr que seulement cela puisse freiner l'escalade des violences. Il faut toute une série de mesures qui malheureusement n'ont pas été prises assez tôt. Parce que cette situation à Jérusalem, on la connaissait depuis 2 mois, 3 mois. Et il y avait très peu de mesures prises. Oui, il y avait quelques policiers, mais on a laissé l'atmosphère s'envenimer à Jérusalem sans faire grand-chose. Donc maintenant, il faut faire plus. Maintenant, il faut montrer beaucoup de fermeté. Il faut démontrer qui est là, chez qui est l'autorité, ok? Et en même temps, et ça c'est très important, il faut faire des gestes d'ouverture. Il faut demander qu'est-ce qu'on pourrait faire... Vis-à-vis de la minorité arabe israélienne. Vis-à-vis de la minorité, certainement. Parce que vous voyez, cette réaction qu'il y a eu à la mort de ce jeune homme, c'était une réaction très forte, ok? Beaucoup plus forte qu'on aurait pu le penser. On repart de l'incident de vendredi soir, enfin de l'événement de vendredi soir, quand la police a tiré sur ce jeune homme. Et il y a un bon dialogue. Nous avons un bon dialogue avec la minorité arabe ici. Alors, tout d'abord, calmer les esprits ici. Et ensuite, faire preuve de beaucoup de fermeté, mais fermeté intelligente, ok? Intelligente. Et je ne suis pas sûr que détruire des maisons, c'est exactement ça ce qu'il faut faire, ok? Il faut beaucoup plus faire... avoir de meilleures informations, repénétrer dans les sociétés du Hamas et du djihad, où l'on sait qu'il y a maintenant des incitations. C'est pas par hasard qu'un des terroristes est Hamas et l'autre est djihad islamiste. Ils sont envoyés par leur organisation. C'est pas par hasard, parce qu'immédiatement après l'attentat, il y a eu les noms qui sont venus du Hamas, qui sont venus du djihad, avec toute l'historique, ok? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et ça, il faut le faire très rapidement. Nadia Elitz, il y a un vent de panique, c'est évident dans la société israélienne. Est-ce que ça risque de tourner à la psychose? Vous savez, ça c'est le but du terrorisme, évidemment. En revanche, je pense que peut-être pour moins être en panique dans la société israélienne, il faudrait essayer de comprendre, un peu comme Avi Pazner l'a dit, l'esprit de ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on a 2 phénomènes séparés. Nous avons une minorité arabe israélienne qui se plaint du traitement de l'État d'Israël vis-à-vis donc de cette minorité, et nous avons les organisations terroristes qui effectivement sont vouées à la destruction d'Israël, sont vouées à la mort des Juifs. Les deux sont vus comme la même chose par le public israélien, parce qu'il y a un effort populiste de simplification de la situation de la part de certains hommes politiques israéliens, mais aussi parce que d'un point de vue rhétorique, le Hamas et le djihad, ils sont assez intelligents, j'avoue, et ils arrivent à faire croire que leur combat, qui n'est autre chose qu'un combat de destruction d'Israël et de meurtre des Juifs, est lié à la situation politique, aux tensions ou au traitement des Arabes israéliens en Israël. Donc d'un côté, nous avons une population qui se plaint. Cela, on le voit par exemple dans un commentaire que le père de ce jeune arabe tué vendredi a fait. Il a dit les policiers auraient pu lui tirer à la jambe, mais ils l'ont tué parce qu'ils n'ont pas de cœur. Faites attention quel argument il utilise. Il ne dit pas que nous sommes un État terroriste ou que nous n'avons pas le droit d'être là. Ils estiment que les Israéliens n'ont pas de cœur. Donc là, il y a vraiment un problème. On comprend qu'il y a un problème émotionnel, sentimental, de traitement, plus que... Exactement. Est-ce qu'elle passe par une meilleure communication ? Certainement. Certainement, il faut comprendre que les Arabes israéliens ne se sentent pas traités comme les autres, ne se sentent pas traités comme les Juifs. Donc il faut adresser cette situation-là. Et de l'autre côté, il faut adresser le terrorisme et l'appeler par ce nom, donc le Hamas, le djihad, ça c'est du terrorisme. Là, il n'y a absolument aucune intention d'améliorer la situation des Arabes israéliens. Le but, c'est effectivement l'extermination des Juifs et ou la destruction d'Israël, ou les deux ensemble, évidemment. Allez, on va passer à la revue du web de Rudy Saada.
Rudy, on va voir avec vous les réactions du net un petit peu face à cet embrasement et puis à cette série d'attentats surtout. Et on va commencer par une image qu'on retrouve sur beaucoup de comptes Facebook et Twitter israéliens, celui de l'une donc, des victimes des attentats d'hier, Dalia Lemkus, Mathias en parlait, 25 ans, avait déjà échappé de peu en 2006 à un attentat à la voiture bélier, mais n'a donc pas eu cette chance hier. Sa photo est énormément partagée. Alors du côté des officiels sur Internet, cette réaction hier soir du président israélien Reuven Rivlin qui parle de temps difficiles pour les Israéliens et appelle à la vigilance de tous, forces de police comme citoyens. Et puis autre poste qui est un signe de la tension ambiante, eh bien, ce guide de self-défense publié par une ONG sécuritaire israélienne. Alors c'est un guide en 6 points qui apprend à réagir contre un assaillant au couteau et il conseille notamment à chacun de se munir de gaz lacrymogène. Excusez-moi, c'est un poste qui vient de qui? Alors d'une ONG qui s'appelle une ONG israélienne. Une ONG israélienne de défense, à mon avis plutôt à droite, qui donne ce genre de conseils des conseils de self-défense. Qu'en est-il côté palestinien? Alors la tension est montée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours autour d'un hashtag, un mot-clé qui s'appelle End of Al-Aqsa, ce qui veut dire en gros pas touche à Al-Aqsa, un mot-clé qui mobilise de par le monde et qui a notamment été utilisé tout simplement par le guide suprême iranien pour mettre un petit peu le feu aux poudres. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui encourage les internautes à regarder, je cite, les crimes sionistes. Et sur le compte Twitter des brigades Al-Qassam, qui n'est pas très actif depuis la fin du conflit de cet été, un message clair: Al-Quds, donc Jérusalem, est à nous et le sera toujours. Et alors depuis ces tweets, on trouve de claires incitations à commettre des attentats sur certains médias en ligne palestiniens. En témoigne cette image d'armes qui donc se prolonge en couteau sanglant. On lit clairement sur les réseaux sociaux que l'intifada au couteau a commencé. C'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux palestiniens. Autre image de cette incitation à commettre des attentats avec cette caricature, on va la voir, on voit une caricature d'une voiture carnivore avec en fond la mosquée Al-Aqsa. Ces attentats à la voiture bélier. Avi Pazner, ça vous étonne que ni côté israélien ni côté palestinien il y ait des discours d'apaisement, il y a un discours d'apaisement ou des réactions Dans des situations comme ça, il y a des discours d'apaisement, malheureusement ils ne sont pas publics. Publiquement... Alors par quoi ils passent? Par d'autres voies? Ils passent par d'autres voies. On essaye toujours dans des situations comme ça, un dialogue. Mais il y a aussi, il faut bien comprendre la politique. C'est un fait qu'on ne peut pas ignorer, malheureusement. Prenez notre Premier ministre, qui voit déjà pointer les élections à l'horizon, qui voit déjà les problèmes qu'il a au sein du Likoud, et qui tout à coup se trouve face à une situation qu'il n'avait pas connue auparavant. Parce que lui, c'était Monsieur Sécurité. Il avait réussi pendant toutes ces années à la tête de l'État de voir à ce qu'il y ait une sécurité. Tout à coup, il y a une dégradation sérieuse. Je ne dis pas encore une intifada. C'est trop tôt, Donc, lui, qui veut maintenant, il a son problème au Likoud. Il aura peut-être des élections. Il doit paraître fort et ferme, Ça, c'est le numéro 1 de la politique. J'y étais. Donc, du côté palestinien, vous avez Abou Mazen, qui est tellement faible qu'il doit paraître fort, Et il va maintenant à l'ONU. Et pour lui, c'est peut-être une aubaine de démontrer à l'ONU, quand il vient demander un État palestinien, regardez ce qui se passe, regardez le soulèvement du peuple. Donc, il nous faut un État palestinien. Cela veut dire que les dirigeants n'ont pas intérêt ou n'ont pas possibilité publiquement de faire baisser les tensions. Mais je sais qu'il y a un dialogue, Au niveau sécurité, il y a un dialogue. Et vous voyez qu'il y a une coopération continue entre Tsahal et la police palestinienne. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire on n'est pas encore, et j'espère qu'on ne le sera pas, en état d'intifada. Alors, quel est le sentiment, Rudy, des Israéliens face à cette flambée des violences
selon ce que vous avez pu voir sur le net? Alors, on n'est pas encore vraiment dans la psychose dont on parlait. Le pays est habitué à ce genre de contexte très tendu. On est plutôt dans le découragement ou la résignation. Perle Nicole, qui est blogueuse, journaliste à Jérusalem, elle décrit ce matin la situation. Déploiement renforcé dans toutes les villes d'Israël, mobilisation des réservistes dans la police militaire, impression terrible de déjà-vu pour Jérémio. Israël pleure ses morts et la paix n'a jamais été aussi loin. Et puis, plus ironiquement, à Vue de France, Bernard Musican rappelle que pour les commémorations des 10 ans de la mort de Yasser Arafat, le Fatah annule les célébrations à cause de l'insécurité du Hamas à Gaza. Et pour lui, il dit ironiquement, le monde veut qu'Israël fasse la paix, alors que même Abbas lui-même a peur. Alors justement, comment les internautes célèbrent les commémorations des 10 ans de la mort d'Arafat? Alors, côté francophone, on trouve beaucoup de liens qui renvoient vers des articles qui parlent du mystère autour de la mort de Yasser Arafat il y a 10 ans tout juste. Mais alors, côté hommage, oui, c'est ce qu'on trouve. Il y a côté hommage, j'ai sélectionné 2 images. Celle-ci avec une citation d'Arafat qui dit que la cause palestinienne est le ciment qui maintient le monde arabe ensemble, mais qui peut être aussi son explosif. Et puis, cette image étonnante qui peut ce matin paraître un peu loin. Rabin, Mobarak, le roi Hussein, Bill Clinton et Arafat ensemble en train d'ajuster leur cravate. C'était en 1995 et on parlait alors de paix. Alors justement, 10 ans après, est-ce qu'on peut encore croire à un dialogue israélo-palestinien? Il faut y croire. Les dialogues entre Israéliens et Palestiniens ont connu des hauts et des bas. Actuellement, nous sommes dans un bas. Un grand bas qui dure depuis longtemps, quand même. Un grand bas, non, mais il y avait regardez la situation qu'il y avait jusqu'à 6 mois, quand on avait des négociations avec les Palestiniens. C'est vrai que les négociations n'ont pas réussi, non pas à cause de nous, mais parce que Abou Mazen n'était pas en état de faire les concessions nécessaires. Ok ? Mais pendant ces négociations, on avait quand même le calme. La guerre à Gaza, elle est intervenue après les négociations. Vous pensez que côté israélien, on a fait tout ce qu'il fallait pour réussir ces négociations? On a fait beaucoup. Alors, tout ce qu'il fallait, c'est peut-être un grand mot. Okay, il y a aussi eu des excès du côté israélien. Mais je sais personnellement que Netanyahou avait accepté, dans ses grandes lignes, les idées américaines. Sur les détails, il y avait encore beaucoup de divergences. Oui, c'est souvent les détails dans ce genre de... Non, mais Abou Mazen n'avait même pas accepté. Et il y avait beaucoup de tensions en ce moment entre les Américains et les Palestiniens, il y a juste 6 mois, parce qu'Abou Mazen n'avait pas pu accepter les grandes lignes du plan américain. Bibi Netanyahou, sans publiquement dire rien du tout, avait dit à Kerry, oui, le concept, j'accepte. J'ai plusieurs interrogations, points d'interrogation, j'ai plusieurs contestations, mais on peut commencer à parler. Avi Pazner, les États-Unis aujourd'hui sont les seuls à avoir officiellement condamné clairement les attaques de ces derniers jours, les attentats de ces derniers jours. Comment vous l'expliquez? C'est très triste que vraiment l'Europe se tait, spécialement l'Europe se tait devant ces attentats terroristes. Et je l'explique tout simplement par malheureusement la dégradation de la position israélienne en Europe depuis cet été, depuis la guerre de Gaza. Et ensuite, avec les constructions, enfin, le mont du Temple, il y a une dégradation, malheureusement, de l'image d'Israël. Et je crois qu'Israël pourrait faire beaucoup plus en information, en pensant aux résultats de ses actions sur l'opinion publique européenne. Parce que c'est incroyable. C'est un manque de communication, selon vous. C'est un problème de manque de communication aussi, des autorités absolument, israéliennes. un manque de communication au plus haut niveau. Il faut faire un gros effort. Ça coûte, ok? Alors on peut acheter un tank de moins, un avion de moins, et mettre ça dans la communication. Merci Avi Pazner d'avoir été avec nous. Merci à vous Nadia Ellis. Merci à Rudy Saada. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que 2 Israéliens sont décédés dans la seule journée d'hier au cours de 2 attaques terroristes qui ont eu lieu dans la même journée à quelques heures d'intervalle. Restez avec nous. La suite de vos programmes et plus d'informations à venir tout de suite sur i24 News. Excellente journée à tous.